Donc c'est parti, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment réduire la pénibilité dans les entrepôts avec l'automatisation. L'un de nos adhérents c'est gentiment proposé pour nous partager son expertise et c'est plutôt intéressant puisque c'est une belle entreprise et surtout ce sont deux personnes, Ludovic Thomas et Pascal Marietti, qui ont vraiment une expérience dans la logistique d'entrepôt qui est juste phénoménale. Donc je me suis dit que ce serait génial de pouvoir la partager. Et donc, je leur ai donné un challenge, c'est de parler de pénibilité et d'automatisation. Bon, les deux sujets sont liés, hein, ce n'est pas nouveau, mais ça va être intéressant de voir un peu des éléments qui peuvent constituer la baseline de réflexion dans les entreprises et surtout de se projeter dans le futur sur qu'est-ce que je fais, j'automatise, je n'automatise pas, et surtout aller dans les entrepôts et peut-être identifier là où j'ai peut-être des petits problèmes à gérer ou au contraire, j'ai plutôt des bonnes pratiques et ça me rassure. Donc, je vais passer la main à Ludovic et Pascal. C'est vous qui gérez. Je sais que vous avez une petite intro. Donc, moi, comme je disais, je vais collecter les informations des participants sur la gauche et vous poser des questions de temps en temps si c'est nécessaire. Sinon, je ferai la liste des questions à la fin et puis ça sera le jeu de questions-réponses. Donc, c'est à vous. C'est parfait. Du coup, merci Jean-Baptiste. On est vraiment ravis aujourd'hui d'être avec vous et merci de nous donner ce temps de parole pour essayer de partager sur comment réduire la pénibilité avec l'automatisation. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Pascal, c'est qu'on va rapidement se présenter et puis après, on déroulera cette présentation. Donc, si ça te va, Pascal, je commence. De mon côté, je m'appelle Ludovic Thomas. J'ai eu la chance de rejoindre l'association Help Supply Chain depuis avril et je suis très content d'avoir rejoint cette association qui est très dynamique. Pour parler de mon expérience professionnelle, ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille au sein de AutoStore System France. On reviendra sur qu'est-ce qu'est AutoStore. Et avant AutoStore, j'ai travaillé au sein de la grande distribution et notamment en logistique pour améliorer les performances des entrepôts d'une entreprise que vous connaissez probablement qui s'appelle Casino. C'est aussi l'actualité, on parle beaucoup. Pascal, si ça te va, je te laisse te présenter rapidement et puis on passe à la présentation. Alors Pascal, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est que moi. Moi aussi, je n'entends pas Pascal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, c'est parfait. C'est parfait, Pascal. Ok, parfait. Pascal Martietti, donc j'ai rejoint la société AutoStore il y a 2 ans et je m'occupe du réseau de nos partenaires. Donc, on vous expliquera tout ça. En fait, on a un modèle de vente indirecte et je m'occupe donc des partenaires qui sont chargés de vendre notre solution en Espagne et au Portugal. Alors, précédemment, moi, j'ai une expérience en gestion de projet assez longue et je suis entre autres passé par la case intralogistique chez Savoie. Donc, Savoie qui est un intégrateur français qui propose toute une palette aussi de solutions intralogistiques. Et j'ai décidé de rejoindre il y a 2 ans la société AutoStore pour mettre tout ça à l'épreuve dans une solution un petit peu innovante. Alors du coup, rapidement, pour ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de faire une rapide présentation d'AutoStore et vous comprendrez pourquoi on a voulu travailler sur ensuite la pénibilité du travail. Derrière, on fera une analyse de la pénibilité en logistique. Donc on reprendra la base de la logistique, quels sont les différents métiers. On regardera une analyse et les risques qu'ont les logisticiens. Et puis derrière, on essaiera de vous proposer un catalogue de toutes les solutions automatisées qui existent sur le marché. Donc, on a essayé avec Pascal de documenter ça le plus large possible. On n'est pas rentré dans le détail de chaque solution, ce n'était pas l'objectif, c'était plutôt de mettre une vision globale de ces différentes solutions. Et si ça vous va, on essaye de garder 1/4 d'heure sur la fin pour avoir un temps d'échange et si vous avez des questions. Alors, rapidement, AutoStore. Donc, AutoStore, c'est une société norvégienne qui a aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience. Donc, AutoStore, on développe et on fabrique une solution robotisée pour réaliser le stockage et préparation de commandes unitaires. On est composé de 900 personnes dans le monde, avec notre siège qui est basé en Norvège et des équipes qui sont réparties de partout dans le monde. La majorité des activités développement produit, marketing sont en Norvège. Notre usine est en Pologne. Et ensuite, au sein de chaque pays, de chaque continent, on a des équipes commerciales et projets qui sont là au plus proche des clients pour accompagner les projets. Et dans ces unités, de région, ces unités de région sont composées de chargés commerciaux, qui est ma position, et de rôles comme Pascal, qui sont en charge de
piloter les partenaires pour déployer les projets AutoStore. Aujourd'hui, AutoStore, ce qu'évoquait Pascal, on est sur un système indirect, donc les AutoStore sont installés par un réseau d'intégrateurs qui sont Cardex, Dematic, Five, Element Logic et Swisslog. Et AutoStore, hein, on n'est pas nouveau dans le monde de la robotisation, on a aujourd'hui 20 ans, comme on l'évoquait, et si on compte en nombre de systèmes, on a plus de 1300 systèmes dans différents segments, le e-commerce, l'industrie, la distribution de pièces de rechange omnicanal, ce qui fait que par notre expérience, on a vu déjà différentes solutions, différents systèmes et différents cas clients. Et ça sera intéressant de se pencher là-dessus pour cette analyse de la pénibilité. Donc rapidement, comment marche la solution? Je vais être très très rapide. C'est une solution qui est très simple, qui est basée sur 5 modules. Alors avant d'expliquer ces différents modules, on peut dire en quelques mots que AutoStore, c'est une solution good to person, qui est la plus dense du marché et qui permet de réaliser le stockage et la préparation de commandes. Et elle est constituée un peu comme un Lego, avec 5 éléments. Le premier élément, ce sont des bacs où les produits sont mis à l'intérieur et ces bacs sont empilés les uns sur les autres. Autour de ces bacs, on a le deuxième élément qui est la grille en aluminium. La grille en aluminium qui permet de faire une pile droite au niveau des bacs et de créer un plancher pour les robots. Sur la partie supérieure de l'AutoStore, nous avons donc des robots qui ont pour rôle de récupérer les bacs et de les amener aux différents postes de travail. On a ensuite les postes de travail. Donc, les postes de travail, c'est ici que les opérateurs sont postés. Donc, par rapport à une préparation classique, les opérateurs vont plus se déplacer. Donc, les postes de travail, on a eu différentes gammes de postes de travail qui permettent de faire le réapprovisionnement et la préparation de commandes. Et pour finir, le dernier élément est le contrôleur. Le contrôleur est l'interface entre l'IT de nos clients, donc les WMS, WCS, et puis l'AutoStore. Et c'est grâce à ce contrôleur qu'il y a l'algorithme qui permet de piloter le déplacement des robots afin d'aller récupérer le bac qui comprend le bon produit et l'amener au bon poste de travail et qui permet d'optimiser les différents déplacements des robots. Donc voilà rapidement pour la solution AutoStore, pour vous faire cette rapide présentation. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pascal, ou si c'est OK pour toi. Oh, très bien, très bien. Bon, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif de parler d'AutoStore. On vous propose du coup de rentrer dans le sujet, l'analyse de la pénibilité. Donc, autour de cette table, je suppose qu'il y a un grand nombre de logisticiens ou d'industriels. Alors, ce slide, je ne suis pas sûr qu'il va vous apporter beaucoup d'éléments, mais l'objectif était de rebalayer les différents postes au sein d'un entrepôt. Et du coup, rappeler en macro le fonctionnement d'un entrepôt. Et vous verrez l'intérêt de ce slide, c'est que derrière, on zoomera sur chacune de ces fonctions pour analyser la pénibilité. Donc, un entrepôt, le fonctionnement classique est le suivant. On a du coup des quais de réception où des camions vont arriver pour décharger les marchandises. La première étape dans un entrepôt sera donc la réception des marchandises. Donc, des réceptionnaires vont récupérer les palettes, identifier les différents produits, dépoter les produits pour les reclasser sur les différentes palettes, faire la rentrée en stock informatique à l'aide d'un WMS. Et donc, l'opération de réception est terminée. Une fois qu'on a fait l'opération de réception, on passe à une opération de stockage et de réappro, c'est-à-dire qu'une fois que les palettes ont été réceptionnées sur les quais, elles sont ventilées dans l'entrepôt et mises dans les zones de stockage. Alors, sur cette photo, on a mis des stockages en paletier, c'est le plus commun. On peut avoir aussi des stockages en masse, c'est-à-dire directement au sol. Et donc, ces opérations sont souvent faites par des caristes qui vont déplacer la marchandise des quais de réception vers le paletier ou vers les zones de masse. On a également mis dans cette étape les opérations de réappro, c'est-à-dire les opérations lorsque les palettes sont mises dans le paletier, entre les zones de stockage et les zones de picking. On appelle une opération de réappro. Donc, une fois qu'on a du stock en entrepôt, l'objectif d'un entrepôt, c'est de préparer les commandes. Donc, on a donc l'activité phare d'un entrepôt qui est la préparation de commandes. Alors là-dessus, on a différents process que vous devez connaître. Le picking, où le préparateur va se déplacer dans les allées de préparation avec un support et bien piqué pour mettre les produits, les colis de chaque commande dans ce support. On a des préparations type éclatement, des préparations type allotissement ou cross-dock, donc différents types de préparations. Ce qu'on verra, on ne rentrera pas aujourd'hui dans les différents processus. Néanmoins, on regardera que dans ces différents processus, les opérateurs sont contraints à la même pénibilité au travail. Une fois que la commande est préparée, elle doit être conditionnée. Donc, on a différents modes pour conditionner les commandes. On verra en fonction si on est sur une préparation unitaire ou plutôt préparation type palette. Et une fois les produits conditionnés, on va donc les expédier. Donc, ils sont lignés sur les quais d'expédition
Ils sont souvent pointés pour être sûr qu'on a bien les bons produits au niveau des bons quais. Et puis un camion vient arriver, ils sont chargés et on a des départs camions pour livrer nos clients, des magasins, etc. Donc voici le principe, le rappel sur le fonctionnement d'un entrepôt. Je pense rien de nouveau aujourd'hui pour vous. Alors, la question qu'on s'est posée avec Pascal, c'est que pourquoi la logistique s'équipe de plus en plus de systèmes automatisés? Alors, avant d'entrer dans la pénibilité, on a voulu poser les constats. Si on prend, il y a quelques temps de ça, au final, les constats, il y a plusieurs années, la logistique, elle était vraiment vue comme un centre de coûts. Elle était vue comme un centre de coûts, il fallait toujours faire plus avec moins. Ça, c'était vraiment il y a quelques années, car la dynamique, elle est en train de changer, c'est ce que je vais essayer de faire passer comme message aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, vu comme un centre de coûts, la logistique devait faire plus avec moins, il fallait travailler sur comment je limite mes coûts opérationnels, comment j'améliore ma productivité. C'était les vrais enjeux. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur cette productivité, on s'est dit comment on peut aller plus loin. Donc, on a essayé aussi de travailler pour limiter les coûts de transport. Donc, limiter les coûts de transport, c'était comment j'optimise le remplissage des supports, le remplissage des camions. Alors là, ça avait un bienfait économique et aussi un bienfait pour la planète, parce qu'en diminuant le nombre de supports, le nombre de camions, on diminuait aussi le nombre de camions sur la route. Donc, un bienfait pour notre planète. Il y avait un challenge aussi au niveau de l'empreinte au sol. Alors, l'empreinte au sol, c'est que sur un entrepôt, on a de plus en plus de marchandises à gérer. Et donc, difficulté pour réussir à rentrer tous ces colis au sein d'un entrepôt. Et ces derniers temps, ce sujet a été accentué car c'est de plus en plus dur de trouver des entrepôts. Le coût de l'immobilier logistique est de plus en plus élevé. Et il y a une rareté des surfaces logistiques, donc il a fallu travailler pour limiter cette empreinte au sol. Ça, c'était vraiment les challenges d'il y a quelques années. Et depuis peu, on s'est rendu compte, et notamment, ça a été accentué avec la crise Covid. La crise Covid était un bon exemple. Il a montré que notre supply chain, elle devait être agile, elle devait savoir répondre à une demande du client en instantané, avec les ressources qu'on avait, et savoir s'adapter. Donc ça, c'était un nouveau challenge. Il y avait aussi un travail sur augmenter le niveau de qualité et satisfaction client. Bon, ça a toujours été présent, mais depuis un certain temps, étant donné que la logistique, c'est un milieu très concurrentiel, il faut aussi se différencier là-dessus. Et ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'en logistique, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Alors, on s'est posé la question, pourquoi cette pénurie de main-d'œuvre? Donc, effectivement, c'est un métier qui est difficile, avec des conditions de travail des employés qui est délicate. Donc, c'est aujourd'hui aussi un nouvel enjeu pour les entreprises d'aller chercher à améliorer ces conditions de travail, diminuer la pénibilité pour essayer de réussir à trouver des employés. Et c'est aujourd'hui un vrai enjeu. Nous, quand on parle à nos clients avec Pascal, aujourd'hui, ils cherchent des solutions automatisées, pas pour améliorer les coûts opérationnels, c'est pour faire plus avec les ressources qu'ils ont et améliorer les conditions de travail de leurs employés. Alors aujourd'hui, pourquoi la logistique s'équipe de plus en plus de systèmes? Donc, c'est un peu ce qu'a commencé à présenter Ludovic. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 axes majoritaires. Donc, le premier serait, en gros, améliorer l'efficacité opérationnelle. Ça va de sens. On prend des machines pour essayer d'aller plus vite. Le deuxième, c'est améliorer la qualité et la satisfaction client. Donc, pourquoi on s'automatise? C'est aussi parce que le business model de la logistique, il a évolué depuis des années, notamment avec des entreprises comme Amazon, qui font de la livraison du jour même pour le lendemain. Donc, forcément, ça pousse l'ensemble des acteurs de la logistique à s'adapter à ces modèles qui évoluent et qui tendent à être vraiment très restrictifs. Et enfin, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette présentation aujourd'hui, c'est améliorer les conditions de travail des employés. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, effectivement, le métier de la logistique tend à se tendre pour des questions de ressources. C'est difficile de trouver des personnes pour travailler dans la logistique. C'est difficile de répondre aux attentes des clients, parce que finalement, les clients sont demandeurs en fait, d'avoir des livraisons très rapides. Donc, pour tout ça, on a besoin, et les clients ont besoin, de passer le step de l'automatisation. Alors, on peut rentrer dans le détail de chacune. Je vais peut-être me focaliser sur les conditions de travail. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la rapidité d'exécution, les demandes pressantes des clients entraînent un travail qui parfois devient soit répétitif, soit très demandant, qui demande une concentration très élevée de la part des opérateurs et qui du coup entraîne un nombreux risques d'accidents qui peuvent être de toutes sortes. Mais aussi de la pénibilité qui peut entraîner de la fatigue, des arrêts de travail. Et en fait, aujourd'hui, les systèmes automatisés ont vraiment cette vocation
d'alléger la charge mentale des opérateurs et de faciliter leur travail au quotidien en évitant les tâches répétitives et en faisant faire à la machine ce que l'humain a du mal à faire de manière répétitive et dans la durée. Donc, pourquoi parle-t-on vraiment aujourd'hui de pénibilité au travail? Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, en fait. Depuis des années, il y a des travails pénibles, depuis des centaines d'années, on va dire même. Un forgeron, il y a une centaine d'années, oui, il avait un travail pénible, c'est un travail répétitif, c'est un travail avec de la chaleur. Donc, effectivement, les conditions de travail d'un forgeron il y a 100 ans ne sont pas très agréables. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet dans les entreprises? C'est qu'en 2014, donc, il y a eu notre fameuse réforme des retraites en France. Et dans le cadre de cette réforme des retraites, la SFDT a poussé à la création de ce qu'on appelle le CDP, donc le compte professionnel de prévention. Ce compte-là a pour objectif de cumuler des points par les travailleurs afin de reconnaître la pénibilité de leur travail. Avec ces points, ils ont la possibilité soit de partir plus tôt à la retraite ou d'accumuler des points pour faire des formations à un stade avancé de leur carrière, par exemple vers 50 ans, pour se reconvertir dans des métiers qui sont beaucoup moins pénibles, peut-être beaucoup moins manuels, en tout cas beaucoup moins demandants. Alors, en 2014, le CDP a été créé pour les travailleurs qui étaient soumis aux 4 facteurs de pénibilité suivants. Donc, il y avait la manutention de fortes charges. Donc, la logistique est complètement concernée par ça. Les vibrations mécaniques, les postures pénibles et les risques chimiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu une réforme du CDP et qui a mené à finalement enlever certains critères de pénibilité et de se focaliser uniquement sur la liste suivante, qui est exposition à un milieu hyperbare, des travails de nuit ou des travails postés, des travaux répétitifs, des températures un peu extrêmes, donc soit inférieures à 5 degrés, soit supérieures à 30 degrés, et l'exposition au bruit. Alors, quand on regarde cette liste-là, finalement, la logistique, sans rien faire, on est finalement à 80% couvert par les risques de pénibilité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la logistique, la pénibilité est vraiment un sujet clé et sur lequel chacun devrait travailler pour pouvoir essayer d'améliorer finalement les conditions de travail des différents opérateurs de la chaîne logistique. Alors du coup, ce qu'on s'est dit avec Pascal, on a voulu, pour parler pénibilité, essayer de documenter le sujet et mettre quelques chiffres, histoire d'être cartésien et de parler autour de chiffres. On a regardé, alors on est en Rhône-Alpes, on s'est dit qu'on allait regarder les chiffres de la CARSAT Rhône-Alpes, et on a trouvé des chiffres sur 2021. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager ces quelques chiffres et qui sont assez frappants, qu'on a trouvé très frappants. Donc en 2021, en logistique, donc sur le secteur de la logistique, on a eu 1468 accidents de travail qui ont donné lieu à un arrêt de travail supérieur à 24 heures. Ensuite, on a l'habitude de regarder ce qu'on appelle un indice de fréquence. Donc l'indice de fréquence, c'est le nombre d'arrêts de travail qui sont supérieurs à 24 heures, divisé par le nombre total d'employés du secteur en question, fois 1000. Et ce qu'on constate en logistique, c'est que cet indice de fréquence, donc cet indice de fréquence des accidents de travail, il est 2 fois supérieur à la fréquence régionale pour tout secteur confondu. Donc il est à 66,2, là où il est à 32 pour tous les secteurs confondus. Et le sujet est encore plus grave quand on regarde et qu'on prend le cas des entrepôts frigorifiques, donc qui vont gérer la chaîne de froid, donc en surgelé, les fruits et légumes, les produits médicaux, etc. Et donc, dans le cadre des entrepôts frigorifiques, on a un indice de fréquence qui atteint 90,5 pour le domaine de la logistique dans le domaine du froid. Du coup, quand on fait une analyse des accidents de travail, on essaye de rechercher quelle est la cause principale. Donc, sur la cause principale, on voit que la majorité est liée à la manutention manuelle qui représente 72% des accidents de travail. Ensuite, on a 15% de chute de hauteur ou de plein pied. Alors, de plein pied, ça peut être par exemple quand un préparateur il est sur des chariots autoportés, il va descendre. Quand il va faire sa préparation, il passe dans les allées. Et à chaque fois qu'il voit un colis, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Là, il peut y avoir une chute qui peut causer un accident. Et puis, les chutes de hauteur, ils vont monter sur des nacelles. Bon, ça peut arriver, etc. Ensuite, on a la manutention mécanique qui représente 7% et les autres risques autour de 6%. Et ces chiffres nous ont trouvé d'autant plus frappants. On sait tous qu'aujourd'hui, dans un entrepôt, une grosse partie de la population est des intérimaires. Et ces chiffres-là
ne prennent pas en compte les intérimaires qui représentent sur la région 30% de l'effectif du secteur. Et sachant, alors ça on n'a pas de chiffre, mais moi je l'ai vu dans mes expériences passées, alors on avait plus de 30% au sein des entrepôts logistiques alimentaires, et on avait quand même un plus grand nombre d'accidents au sein des intérimaires que de nos équipes internes. Alors ça j'ai pas de chiffre, mais donc voilà. Donc ces chiffres sont assez frappants. La logistique subit énormément d'accidents de travail, avec un indice de fréquence qui est 2 fois supérieur ou 3 fois supérieur si c'est du froid à tous les secteurs confondus. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des causes des accidents de travail sont liées à la manutention manuelle. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors ensuite, on a regardé quelles étaient les maladies professionnelles qui sont générées par les activités logistiques. Et on entend parler beaucoup de TMS. Alors, tout le monde autour de cette table a dû entendre parler de TMS. Donc, en logistique, les TMS, elles représentent 90% des maladies professionnelles. Alors, l'objectif de ce slide, c'est de partager, la définition des TMS, donc qui sont ensuite de regarder quelle partie du corps elles affectent et d'expliquer pourquoi ces TMS peuvent être accélérés ou non. Alors, une TMS, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie d'hypersollicitation qui est caractérisée par des douleurs sur les muscles, les tendons ou des nerfs, une installation progressive, donc on commence à avoir des douleurs progressives, et puis une origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'on est exposé à différents facteurs et on reviendra sur ces différents facteurs. Alors, où sont localisés les différents TMS dans le secteur de la logistique? La majorité des TMS sont localisés au niveau des poignets et des mains, à la hauteur de 38%, et forcément, à force de prendre, de déposer des colis, de porter des charges, on va solliciter énormément nos poignets de notre main. Ensuite, on a les épaules, avec forcément cette prise des colis, le coude, le bas du dos et le genou. Si on fait une analyse des facteurs, donc ce qu'on voit, c'est que les TMS se développent, on a beaucoup plus de chances d'avoir des TMS lorsqu'on augmente les facteurs. Donc on a différents facteurs. On a des facteurs organisationnels. Et donc les facteurs organisationnels en entrepôt, ça va être la charge de travail. Pascal l'évoquait très bien, quand on est aujourd'hui un préparateur de commandes, qu'on est en fin de journée, qu'il faut encore passer X commandes, donc ça crée une certaine charge de travail et un travail sous stress. Et donc ça rentre aussi dans le rythme du travail. La logistique, souvent pour réussir à livrer nos clients à temps, on a des équipes qui travaillent en 1-8, 2-8, voire 3-8. Donc on a aussi ces travails postés et ces travails de nuit qui vont être aussi un point clé dans le facteur organisationnel qui peut rajouter, qui peut du coup pousser augmenter le risque de TMS. Ensuite, on a tout ce qui est les facteurs psychosociaux. Donc on parle de stress, d'insatisfaction au travail, de reconnaissance du travail, de monotonie, pression temporelle, relation au travail. Donc, un préparateur de commande, on l'a évoqué, ou par exemple un expéditionnaire, il y a le camion qui arrive, il doit rapidement charger, donc il a le stress de tenir ça dans les temps. Il y a l'insatisfaction, reconnaissance au travail, monotonie, on a quand même un travail qui est répétitif. Donc, ce facteur aussi peut accentuer. On a bien sûr des facteurs individuels liés à chaque opérateur, l'ancienneté, est-ce qu'on est un homme, une femme, le genre, et puis nos antécédents médicaux. Et derrière, on a des facteurs environnementaux qu'on évoquait et sur lesquels on va pouvoir aussi travailler énormément en automatisation, qui sont les vibrations. Quand on passe la journée sur un chariot, on subit des vibrations, le froid dans des entrepôts frigorifiques, l'éclairage, et puis des facteurs biomécaniques, la répétitivité des gestes, la force, donc les efforts le nombre de charges qu'on va porter par jour, les différentes postures, les mauvaises postures qu'on peut prendre pour récupérer ces différents colis, et du coup, bien entendu, la manutention manuelle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en synthèse, ces TMS, elles sont 90% des maladies professionnelles, et on a de plus en plus de risques d'avoir des TMS, plus on cumule les différents facteurs. Et elles sont plutôt localisées poignets, mains, épaules et dos. Alors du coup, si on se focalise un petit peu sur quelles sont les solutions apportées pour effectivement, en première approche, essayer de limiter la pénibilité au travail. Alors peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Il y a ce qu'on appelle, il y a des certaines entreprises en tout cas qui ont lancé ce qu'on appelle une démarche QVT. QVT comme qualité de vie au travail. Donc la qualité de vie au travail, effectivement, on en parle beaucoup. C'est dans n'importe quel secteur et notamment dans la logistique. Et comme l'a présenté Ludovic juste avant, elle a pour objectif principal, en premier abord, c'est d'éviter les TMS, d'éviter en fait finalement tous les risques de chute, d'éviter l'exposition au bruit
et finalement de rendre la vie de l'opérateur ou l'environnement du travail de l'opérateur le plus propice à finalement une sérénité au travail. Alors, les enjeux principaux de cette démarche, quels sont-ils? Alors, bien sûr, réduire la pénibilité, ça va de soi, mais au-delà de la pénibilité, ce que les entreprises cherchent à faire en adoptant ce genre de démarche, c'est de réduire l'absentéisme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas uniquement finalement des arrêts de travail, c'est que à force de solliciter les gens et à force de les exposer à des conditions de travail un petit peu sensibles, et ben ça entraîne de l'absentéisme, ou ça entraîne finalement des burn-out, ou ça entraîne finalement des gens qui, pour des petits maux, vont aller consulter leur médecin, qui vont déceler finalement des maladies peut-être un petit peu plus chroniques et un petit peu plus graves et qui sont liées souvent à de la pénibilité au travail. Alors, au-delà de réduire l'absentéisme aussi, on veut augmenter la productivité, bien sûr. Hein. On ne veut pas essayer de juste faire un environnement de travail serein, mais on veut bien sûr augmenter la productivité tout en essayant de rendre le travail des opérateurs le plus propice. Et finalement, tout ça, quel est le but? C'est de fidéliser les employés pour qu'ils aient envie de travailler chez nous. Alors, on l'a bien entendu, hein, il y a eu quelques années, hein, par exemple chez Amazon, ça a fait beaucoup de bruit où on a parlé des conditions de travail. On a parlé que c'était pas terrible. On a parlé que les opérateurs avaient des travails en horaire qui étaient vraiment exponentiels, sans grande maîtrise finalement de la qualité de vie au travail. Donc, la première approche de ces démarches-là, qu'est-ce que ça a été de faire? Ça a été, très basiquement, de créer des rotations dans les missions, c'est-à-dire que de ne pas rendre les opérateurs monotâches, donc de faire tourner finalement quelqu'un qui sera à l'expédition, ensuite à la préparation de commande ou à l'expédition, d'imposer des pauses régulières, et ça c'est vrai que nous on le voit beaucoup, hein, même quand on automatise, même quand les clients automatisent, il faut faire des pauses, c'est-à-dire que c'est pas juste des travails de 8 heures, on ne fait pas un poste de 8 heures, on impose des pauses à ces opérateurs pour pouvoir un peu souffler, et pour pouvoir un petit peu se remettre un petit peu les idées en place et reprendre le travail plus sereinement. Ensuite, on a aussi essayé d'assurer la sécurité des opérateurs. Donc, on a travaillé beaucoup sur les postes de travail. Donc, l'automatisation, c'est bien, mais avant d'automatiser, il faut rendre le poste de travail le plus ergonomique possible. Donc, on va travailler sur finalement adapter un petit peu les machines, la position des machines, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau d'un poste de travail, comment on va finalement arriver à ce que l'opérateur fasse le moins de mouvements possible au niveau de son poste de travail et de le solliciter, ses muscles, le moins possible. Pour éviter effectivement tout ce qui est TMS. Et enfin, et ça on le voit de plus en plus chez nos clients, il y a aussi former les opérateurs au bon geste. C'est-à-dire que il faut leur apprendre à faire les bons mouvements. Alors c'est souvent par le biais de la médecine du travail, enfin en tout cas avec un accompagnement de la médecine du travail, et notamment, on le voit par exemple sur la photo du bas à droite, il y a des entreprises qui ont adapté des séances de réveil musculaire au début des shifts de travail. On sensibilise beaucoup plus le personnel aux bons gestes, aux bonnes postures, avec des fiches de poste. Et tout ça, ça a vraiment pour objectif, avant même l'automatisation, d'améliorer finalement les conditions de travail et de réduire déjà la pénibilité. Je me permets de revenir sur le réveil musculaire, là, ce que disait Pascal. Cette photo, c'est les équipes de Lidl, et puis il y a également ID Logistique qui font ça. Et petite anecdote, dans ma vie passée, on avait eu un jour un sondage côté RH qui nous demandait, pour vous, quand est-ce que les accidents arrivent dans une journée? Et quel est le nombre d'accidents? Est-ce que c'est lié à la gravité, etc. Alors, je ne me rappelle plus la question exacte, mais la finalité, c'était que la majorité des accidents du travail, ce qui coûtait le plus cher à l'entreprise, c'était les petits accidents qui étaient plutôt faits en début de poste, le matin, et surtout en début de semaine. Donc souvent, les opérateurs, ils ont passé un week-end, ils se sont reposés, en début de poste, ils ne sont pas échauffés, et c'est là qu'ils vont se faire des douleurs, des petits maux, des douleurs de dos, et qui vont être bloqués. Donc c'est pour ça notamment que certaines entreprises mettent en place ces échauffements qui peuvent aider à ça, et donc à chauffer le corps avant d'aller porter de la charge. Alors ensuite, vas-y, tu peux passer au stade suivant. Donc, là, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'analyser, donc dans le premier slide qu'a montré Ludovic, donc les différentes étapes d'un process logistique, essayer d'analyser un petit peu quels sont les facteurs de risque de pénibilité
ou les facteurs de pénibilité, je dois plutôt dire, au niveau de chaque poste. Donc, si on commence par la réception. Donc, à la réception, donc, on a des personnes qui vont décharger des colis, alors, soit d'un camion, soit d'un container. Il y a des personnes qui vont décharger avec des palettes, d'autres personnes qui vont décharger à la main. Et puis ensuite, une fois que toutes ces palettes vont être déchargées, il va falloir les dépoter et puis préparer à la mise en stock. Donc, c'est-à-dire les répartir sur différentes palettes, les éclater pour qu'ensuite tous ces différents produits soient stockés dans l'entrepôt. Donc, à ce stade-là, c'est un métier plutôt manuel, hein. Aujourd'hui, je dirais peut-être 90% des entrepôts font ça de manière manuelle parce qu'en fait, il y a une telle variété de produits à réceptionner que souvent, c'est difficile d'imaginer une machine. Alors, ce qui mène forcément à ce que ces opérateurs, donc déjà, ils vont tirer des palettes. Alors, tirer des palettes, ça va, une palette, c'est assez lourd. Donc, finalement, on arrive à des moyennes qui vont jusqu'à plus de 7 tonnes par jour à tirer, pour la moyenne d'une palette. C'est décharger des colis d'une palette, alors des colis qui vont aller jusqu'à 25 kilos. Et ça, on va devoir emporter un certain nombre. Parce qu'après, il faut les éclater pour pouvoir les mettre en stock. Et puis, ces palettes, quand on arrive à la fin, on va être soumis à des positions ou des postures qui seront un petit peu délicates. Parce que finalement, les colis qui vont être tout au bas de la palette, il faut que les gens se baissent pour aller chercher ce colis-là. Donc, il faut adapter la bonne posture. Donc, on voit bien que déjà, dès la réception, le travail est très manuel et les facteurs de risque de pénibilité sont très forts. Du coup, si on... Si on va à la mise en stock, donc la mise en stock, c'est réaliser des transferts depuis la zone de réception jusqu'aux zones de stockage. Donc ces transferts, ils vont soit se faire par tire-palette, soit avec des chariots élévateurs. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des conducteurs cette fois-ci. Ils vont devoir regarder en l'air, regarder où est-ce qu'ils vont aller devoir ranger cette palette. Regarder sur leur PDA où est-ce qu'elle doit aller ranger. Donc, quand on est sur ce métier-là, donc les mouvements et les amplitudes de mouvement au niveau de la nuque vont être très importantes. De même, donc ces gens-là sont souvent assis de longues heures sur leur chariot. Les gestuels de conduite sont répétés. On navigue entre les allées. Il y a des risques parce qu'il faut être bien attentif. On a déjà vu tous ces vidéos de rack qui tombaient quand il y a un chariot élévateur qui tombe, qui choque un rack. Donc il y a un certain stress au niveau de ce métier-là. Et puis aussi pareil, la prise et dépose de colis en profondeur et la manutention manuelle, encore une fois de plus, de colis supérieurs à 25 kg pour aller ranger ça dans les racks. Alors ensuite, on va parler de préparation de commande. Donc, peu importe le process qu'on évoqué, que ce soit du picking, du cross-dock, de l'éclatement, au final, nos préparateurs vont être soumis à des hauts risques et à une forte pénibilité. Et on le voit bien sur les photos des opérateurs qui vont avoir des postures pas forcément idéales. Alors là, on est dans le cas où complètement on tire un transpal. Voilà. Donc, au final, nos opérateurs, ils doivent réaliser une commande, donc mettre les colis sur un support d'un client. Et donc, de ce fait, ils vont prendre beaucoup de colis, ils vont avoir une manutention de forte charge, jusqu'à 7,5 tonnes par jour. Ils vont parfois faire de la manutention de colis supérieure à 25 kg. Les zones de picking sont en bas du paquet, sont au sol, donc ils doivent parfois prendre des colis à moins de 1 mètre. Et parfois, lorsqu'on n'a plus de place dans un entrepôt, ça nous arrive de mettre 3 étages de picking, donc ça nous arrive d'aller chercher un colis à plus de 1,8 mètre de hauteur. Et on doit parfois aller chercher dans le rack assez loin un colis car il est globalement vide. Donc on va aller prendre un colis avec une profondeur et les bras en extension. On a beaucoup de déplacements, jusqu'à plus de 10 km pour un opérateur. Et puis à ça se rajoute aussi, alors pour certains opérateurs qui sont dotés d'un système vocal, le système vocal, ça permet d'améliorer la productivité. L'opérateur est guidé à l'aide d'une vocale, mais c'est quand même un son répétitif à l'utilisation qui peut engendrer un certain stress. Et donc, du coup, avoir cette voix dans la tête qui permet de générer un certain stress en plus de toutes ces conditions un peu physiques. Derrière, une fois qu'on a préparé les commandes, donc, on va faire le packing des palettes ou les colis. Donc là, on a différencié, en fait, on a différentes typologies de flux en fonction si on est sur de la préparation unitaire ou de la préparation palette.
Donc, lorsqu'on est sur la préparation de palettes, on va devoir filmer des palettes manuellement. Donc, on voit bien en bas les photos. Hein, lorsqu'on n'est pas équipé de solutions d'automatisation pour filmer les palettes, c'est une activité qui est… du coup, un opérateur va prendre un film et donc, du coup, va tourner autour de la palette, à pouvoir faire un nœud en bas de la palette, va tourner autour de la palette pour tendre au maximum le film et tenir tous ces colis. Et donc, ce geste qui est très répétitif pour passer le nombre de palettes à faire par jour. Donc, déjà, on tourne très vite autour de la palette, donc ça risque de chute de plein pied. Et ça, c'est accentué. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça donne quand même le tournis de faire ça. Mauvaise posture, forcément. Dos courbé, bras tendus. Et puis, on doit aller assez vite et tirer dessus. Donc, on augmente le rythme cardiaque, donc on sollicite notre cardio. Ça, c'est dans le cas du conditionnement palette. Puis en parallèle de ça, là, on arrive avec les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Donc, on a beaucoup de commandes qui sont peut-être faites par Internet, avec des préparations militaires qui sont mises dans des cartons. Ça, c'est un bon exemple. Hein. Les entrepôts qui ne sont pas équipés de solutions automatisées pour faire le packing en automatique, les opérateurs vont devoir ouvrir les cartons, construire le carton, et puis ensuite mettre les colis à l'intérieur mettre les produits à l'intérieur du carton. Et donc, à peu près, en productivité, en manuel, on est à peu près à 30 cartons par heure. Donc, vous imaginez la répétitivité de ce process. Et donc, pour cela, mauvaise posture, manutention de colis à moins de 1 mètre. Hein, si on n'a pas mis de table élévatrice autour, on doit aller récupérer des colis. Parfois, les cartons, ils sont au-dessus, en dessous. Enfin, voilà, on doit se déplacer. Et puis, du port de charge, comme on l'a évoqué. Alors ensuite, donc ça, on a évoqué finalement tous les risques liés au mouvement des opérateurs. Mais au-delà des mouvements des opérateurs, on l'a bien compris, et le C2P le précise bien, il y a tous des facteurs environnementaux dans l'environnement de travail de l'opérateur qui vont amplifier encore la pénibilité de son travail. Alors, on le connaît tous, hein, donc les travails dans l'alimentaire, par exemple, où on va travailler à des températures inférieures à 5 degrés, pour du frais ou voire du congelé, hein, dans des entrepôts qui sont à moins 20 degrés. L'ayant fait lors de certains jobs d'été, c'est des travaux finalement très durs et on passe tous par une phase finalement dans le congelé où on tombe malade naturellement parce qu'on a ce métier-là. Donc la température, bien sûr que c'est un facteur de pénibilité. L'ambiance sonore. Alors l'ambiance sonore, Ludovic a trouvé un graphe assez intéressant. C'est un petit peu le bruit de fond auquel est soumis un opérateur dans un entrepôt logistique au travers de tout le process logistique. Donc, au moment du déchargement et du chargement, on voit bien que c'est les zones qui sont les plus bruyantes, avec le mouvement des camions, le mouvement des palettes. Et puis, dans la zone de picking, c'est un petit peu moins. Mais bien sûr qu'ils sont soumis à des bruits relativement élevés. Et puis, le rythme de travail qui impose un travail de nuit ou un travail posté, ça amplifie bien sûr la pénibilité de son travail. Surtout, par exemple, quand on travaille de travail posté, où on va faire une semaine de journée, une semaine de nuit, une semaine de matin. Voilà, l'organisme a du mal à encaisser ce changement de rythme. Et bien sûr que ça, c'est des facteurs forts de pénibilité. Alors du coup, on va passer maintenant aux solutions pour réduire la pénibilité. Donc, je regarde le timing, il est 9h40. Donc sur ce point, on va parcourir les différentes solutions. On va essayer de le faire en 10 minutes. Et puis on fera un passage de questions. Et puis si besoin, avec plaisir pour repartager plus en détail ces éléments. Donc solutions. Donc là, on a donné une vision. Un entrepôt aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de solutions pour automatiser toutes les différentes étapes du process. On a des solutions qui permettent d'améliorer le chargement, déchargement des camions, des solutions pour faire transiter les produits, les palettes de façon automatique à l'aide de convoyeurs ou d'AGV, des solutions pour faire la préparation de commandes, que ce soit des solutions goût de toute personne, préparation militaire, ou des solutions type système de tri cross-belt sorteur avec des convoyeurs et puis des stations, des gares. Et puis, pour aller vraiment jusqu'au bout de l'automatisation, on peut même, parfois, certains gestes très répétitifs, mettre en place un bras de picking. L'idée, là, c'est de balayer ces différentes solutions. On n'a peut-être pas tout mis avec Pascal, clairement, on n'a pas tout mis. L'idée, c'était juste de donner les différentes typologies et de montrer, pour chacune de ces solutions, les avantages qu'on voit vis-à-vis de la pénibilité et des risques qu'on a vus sur les slides précédents. Bon, le premier, c'est les différentes technologies. Et là, on l'a mis dans l'automatisation, mais je dirais que c'est presque plus de l'aide à la manutention, c'est le démarrage de l'automatisation. Et là, ce qu'on voit, c'est donc
tout ce qui est entre guillemets de l'automatisation légère. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur un chariot de préparation de commande, on peut équiper un bras de levage qui va permettre à l'opérateur, au lieu de porter de la charge, d'utiliser ce bras pour limiter ses ports de charge. On a les exosquelettes qui sont équipés sur nos opérateurs, qui permettent de diminuer la charge qu'ils vont porter, enfin de les aider à porter cette charge et que ça soit mieux pour leur corps, pour leurs muscles et pour leur posture. On a ensuite la mise en place de chariots avec nacelle qui vont permettre à l'opérateur, pour des pickings assez élevés, on le voit ici, d'aller avec une nacelle d'être à la bonne hauteur et d'éviter d'aller chercher un 1,8 mètre un colis, à plus de 1,8 mètre un colis. Les tables élévatrices, on a vu notamment les réceptionnaires, ils doivent se baisser pour aller dépoter une palette. On peut utiliser des systèmes type table élévatrice qui permettent de rehausser la hauteur de la palette et que l'opérateur vienne piquer à la bonne hauteur. Des chariots autonomes qui viennent suivre l'opérateur pendant la préparation de commande, et ces chariots autonomes évitent que le préparateur descende et remonte des chariots et donc peuvent éviter des chutes. Donc là, c'est les deux photos qu'on voit. Donc ces solutions dites un peu légères permettent de limiter le port de charge, d'améliorer la posture et limite les risques de chute. Alors ensuite, si on parle d'un point de vue, alors là, c'est vraiment des solutions assez onéreuses, mais quand on va parler de dépalettisation ou de palettisation, donc on a bien compris, la dépalettisation, qu'elle soit en réception, ou la palettisation quand elle se fait juste avant l'expédition, on a des charges lourdes à manipuler. Une des solutions, c'est de mettre en place donc ce genre de solutions, qui sont des robots finalement dits de palettisation, de dépalettisation, avec des convoyeurs qui vont finalement amener la palette vide, un bras robotisé qui va venir palettiser ou dépalettiser la palette, alors avec des cartons ou avec des bacs. Et puis, cette boîte, en fait, qui va venir ensuite évacuer la palette une fois remplie ou vidée jusqu'à la zone voulue. Donc, bien sûr, ce genre de système, il a quand même quelques contraintes. Les contraintes principales sont que, par exemple, en dépalettisation, il va falloir qu'on ait quand même des palettes relativement homogènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir différentes hauteurs de carton ou de bac à manipuler. Pour la partie palettisation, c'est pareil, on va s'attacher plutôt à faire des palettes homogènes, donc c'est-à-dire avec des cartons qui vont être bien positionnés tous au même endroit, avec des schémas de palettisation. Donc bien sûr qu'il y a des contraintes, mais en tout cas, d'un point de vue productivité et d'un point de vue facilité, pénibilité du travail, c'est vrai qu'on supprime tout un tas d'opérations, de ports de charge qui sont difficiles à faire par un opérateur. Donc, effectivement, ça supprime le dépotage et ça supprime les mauvaises postures, bien sûr. Donc ensuite, on peut parler de différentes technologies qui permettent de préparer des commandes. Donc là, on les a classifiées en deux typologies. Les solutions pour du picking unitaire, je dirais good to person, et puis les solutions un peu plus grosses qui permettent de faire de la préparation de commandes type colis, palette, etc. Donc sur les good to person, donc l'objectif, c'est que l'opérateur va limiter tous ses déplacements, va limiter le port de charge et va être sur une station de travail, un poste de travail. Et donc, du coup, comme il va être sur un poste de travail fixe, les ergonomes vont pouvoir travailler pour que ce poste de travail soit le plus idéal possible et on le verra ensuite dans le slide d'après. Donc, ces solutions, on en a listé. On a des solutions AMR, là, on a type Scalog. On a des solutions ACRS, type AutoStore, une des plus denses, la plus dense du marché pour faire la solution good person. On a des solutions Shuttle et Miniload. Et puis, on a des systèmes de tri, là, c'est plutôt pour la préparation de colis, avec des convoyeurs qui vont... donc là, les colis sont mis sur les convoyeurs et sont ventilés vers les différentes gares où le préparateur va les prendre et les mettre sur les palettes. Et là, on voit bien la photo, les préparateurs récupèrent des colis et les mettent dans les palettes. Donc, les avantages, on supprime les déplacements, on supprime la manutention de charge, on supprime les opérations de stockage. En faisant ça, on n'a plus besoin de faire du rempotage, du stockage dans notre paletier. On peut directement tout stocker. Alors, dans ces systèmes-là, pardon, pas sur ces systèmes de tri, mais on peut ici tous éviter le stockage et donc éviter les caristes, etc. Et puis, ça nous permet surtout d'avoir un poste de travail qui est ergonomique. Alors là-dessus, on a voulu montrer une vision d'un poste de travail ergonomique. Alors, bon, là-dessus, on a pris des exemples. On a énormément d'exemples côté AutoStore, donc on s'est permis de faire un focus sur qu'est-ce que c'est faire AutoStore là-dessus, parce qu'on avait pas mal de documentation. Déjà, pour un poste de travail, la hauteur parfaite pour un opérateur, c'est d'avoir une prise entre 0,75 cm et 1,10 m et une profondeur qui va aller entre 0 et 40 cm.
L'avantage d'avoir un poste de travail, ça permet derrière de customiser le poste de travail pour mettre des tapis anti-fatigue, pour mettre des convoyeurs qui permettront en plus de reventiler les produits, pour mettre par exemple des bras de préhension lorsqu'on a des produits un peu lourds, et donc on peut utiliser des bras de préhension pour aider l'opérateur à porter des produits lourds. On peut mettre des systèmes pick-to-light, on parlait du stress au travail, et on peut mettre des systèmes pick-to-light qui permettent d'accompagner l'opérateur dans la prise. Et puis, si on veut même aller limiter les derniers déplacements, on peut presque mettre des AGV qui vont déplacer automatiquement les produits une fois que la préparation est faite. Ces postes, l'avantage, ils permettent de faire le réappro et la préparation de commande. Donc, ça va du coup changer la façon de travailler à la fois de nos caristes et puis à la fois de nos préparateurs de commandes. Et donc, du coup, comme c'est ergonomique, des meilleures conditions de travail, c'est simple à utiliser, ça permet de réduire la fatigue mentale. Alors, je me permets juste d'ajouter quelques points là-dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail d'un intégrateur en logistique, en solution interlogistique, c'est réellement de faire ce travail de fond, de comprendre le métier de l'opérateur de picking et d'adapter le plus possible, finalement, le poste de travail au métier de l'opérateur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'un client à l'autre, d'un secteur à l'autre, les besoins sont très différents. Et vraiment, l'expertise de nos intégrateurs, de nos partenaires, mais aussi de nos concurrents, c'est de pouvoir proposer finalement la bonne position d'écran, le bon affichage à l'écran pour que l'opérateur n'ait pas à se poser trop de questions. C'est de pouvoir finalement mettre les outils pour la préparation de commande à disposition la plus facile de l'opérateur. Et finalement, tout ça, parfois, ça mène même, parce que je l'ai déjà fait, moi, dans le passé, quand j'étais finalement chez Savoie, en rôle d'intégrateur, à parfois réaliser des maquettes de postes de travail dans lesquelles on va faire venir des opérateurs pour qu'ils testent l'ergonomie du poste de travail. Et ça, c'est vraiment important à noter, c'est que tout ça, il faut vraiment le tester, il faut vraiment l'éprouver avec des personnes qui font l'opération, afin que finalement, on leur facilite le plus possible la tâche. C'est vraiment un rôle clé. Alors, du coup, on avait mis une vidéo, on peut rapidement, là, hop. Donc là, c'était ce que voit un préparateur aujourd'hui en préparation avec un système go-to-person. Il prend. Donc on voit qu'au final, le préparateur est bien moins sollicité, il n'a plus de déplacement et à la fois c'est mieux pour l'opérateur et on gagne également en productivité. On peut maintenant passer sur les différentes technologies qui permettent d'automatiser le conditionnement. Donc sur la partie haute, vous voyez des systèmes pour automatiquement filmer des palettes avec type housseuse. Et puis ci-dessous, vous voyez des systèmes d'emballage automatisés pour les colis. Et donc là, c'est une solution qui est assez intéressante qui permet de réduire le volume des cartons, en fait, qui va adapter la taille du carton par rapport au colis que vous avez à l'intérieur. Donc à la fois, ça permet de travailler sur la pénibilité, l'opérateur n'a plus à faire ça, mais aussi on a un gain pour le transport et aussi notre planète en diminuant le vide dans nos colis et donc le nombre de camions. Donc ça permet de supprimer tout risque de port de charge, supprimer les risques de chute et puis les mauvaises postures qu'on évoquait avant. Sur la partie chargement-déchargement des camions, alors il y a une solution qui est très simple à mettre en œuvre, c'est ce qu'on voit en haut à droite, c'est un convoyeur extensible. Donc ça, effectivement, on commence à le voir dans pas mal d'entrepôts et ça, le principal avantage, c'est vraiment d'éviter de devoir sortir des cartons ou des palettes finalement d'un camion. Donc ça, en fait, minimise le nombre d'opérations à faire. Donc les opérateurs vont directement chercher les cartons dans le camion. Et puis les cartons sont ensuite acheminés vers des zones de convoyage vers le stockage. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé aussi récemment. Alors, je pense que c'est des solutions assez onéreuses, mais ce sont des machines qui vont complètement aller chercher le contenu complet d'un camion et le décharger du camion, et puis ensuite le mettre sur un côté pour que les opérateurs puissent venir les chercher directement avec leur chariot élévateur et les emmener vers les zones de stockage. Donc là, effectivement, on comprend bien l'intérêt d'avoir ce genre de machine pour limiter le port de charge. Bon, du coup, je pense qu'on a fait la revue assez macro des solutions automatisées. Ici, c'était une petite anecdote. On approche de Noël, donc on voulait partager la vision pour Noël vision d'un entrepôt automatisé. Alors, ce qu'on peut voir, c'est un bras de picking.
là, on est full automatisé avec des bras de picking qui viennent piquer et puis qui viennent mettre ça dans des bacs, qui partent dans des convoyeurs. On va voir ici, assez intéressant, une opératrice qui vient faire de la préparation de commandes, qui met ça dans des bacs, qui va partir sur des AGV. Alors, on pourrait se dire c'est l'usine du futur, hein, mais nous, on voit beaucoup de cas. Alors, pas qui ont la totalité, mais on voit des cas, on a des clients qui vont prendre des solutions comme ça, couplées avec des AGV ou des AMR, avec des convoyeurs, des bras de picking. Et je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil sympa pour Noël. Bon, désolé, je pense qu'on a passé un peu le timing, il est 55, il nous reste un peu de temps pour les questions. J'ai demandé à de nombreuses reprises à nos invités de poser des questions éventuelles. Il n'y en a pas eu, il y a eu quelques réactions, mais je les laisse poser des questions. C'était passionnant quand même, puisqu'on arrive à localiser où sont les zones de risque, hein, sur les individus. On voit que l'automatisation, ça va grandement réduire tout ça. Mais voilà, tiens, Sébastien, il a une super question. Combien ça coûte? Alors vous allez nous dire, bon, ça dépend, hein, mais est-ce qu'on peut avoir des ordres de grandeur? Je ne sais pas si vous avez des ordres de grandeur. Quand on met des ordres de grandeur, on parle en 10 000, en 50 000, en 100 000, en millions. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on arrive un peu à estimer tout ça sur des projets que vous pouvez rencontrer? Avec 1300 projets, vous avez certainement un petit ressenti. Alors, on peut peut-être, avec Pascal, parler de ce qu'on connaît vraiment, qui est AutoStore. Un projet AutoStore, effectivement, Jean-Baptiste a raison. C'est dur de donner un prix comme ça. Par contre, on a quand même des fourchettes de prix. Sur un projet, juste en parlant d'AutoStore, un projet AutoStore, on peut démarrer autour de 500 000, 600 000 euros, et après, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et on voit qu'en France, nos moyennes des projets sont autour de 1,5 million, 2 millions d'euros. Mais après, ça dépend bien sûr de qu'est-ce qu'il y a stocké dedans. Quel est le flux à passer, donc quelle est la vitesse des robots. Là, c'est vraiment de l'AutoStore. Après, si on prend des solutions beaucoup plus classiques qui permettent d'équiper les chariots, par exemple des bras robotisés, là, je pense qu'on est sur des solutions bien moins onéreuses. Pareil pour des systèmes de convoyage. Peut-être, Pascal, avec l'expérience passée à Savoie, on peut évoquer un peu le sujet. En fait, au lieu de parler vraiment de prix, je dirais, quelles sont les étapes par lesquelles un client passe normalement pour automatiser? Donc, on va dire que dans un premier temps, bon, forcément, il y a la couche WMS, hein, qui va être nécessaire. Ensuite, la plupart des clients, quand ils ont des budgets relativement restreints, ils vont commencer par mettre des convoyeurs, donc pour faire du picking à gare. Donc, on va dispatcher finalement des convoyeurs au sein de l'entrepôt pour que l'opérateur qui va faire le picking ou celui qui a la réception ait le moins de trajets à faire possible. Sur ce genre de solution, bon, voilà, du convoyeur, ça peut, on va dire, pour un entrepôt moyen, partir de 200 000 à 300 000, et sur les systèmes allant jusqu'à plusieurs kilomètres de convoyeur, on va bien sûr dépasser les millions d'euros. Une fois qu'on a ce système de convoyeur, généralement, les clients s'équipent d'un système ASRS, donc Goods to Person, en combinaison du convoyeur. Le système de Goods to Person, donc c'est à peu près les prix, hein, dont a parlé Ludovic, va venir en complément du convoyeur, souvent, sur la partie picking. Voilà, complètement éradiquer les mouvements des opérateurs au niveau du picking. Et puis après, une fois qu'on a fait cette partie Goods to Person, généralement, on va rajouter un petit peu des choses encore au-delà de ça pour faciliter, par exemple, la dépallettisation ou la palettisation. Donc, les fameux robots qu'on a montrés tout à l'heure, qui vont venir encore en complément pour finalement arriver à une solution full automatisée. Donc, c'est à peu près ce qu'on voit, convoyeur, Goods to Person, puis ce qu'il y a encore vraiment en périphérie. Quand on arrive à la fin, on peut arriver, on va dire, sur des entrepôts full automatisés à, bien sûr, plusieurs dizaines de millions d'euros, je pense, hein, facilement, avec une partie convoyeur qui va représenter 2-3 millions d'euros, une partie Goods to Person, effectivement, aussi à 3, 4, 5, voire plus, jusqu'à 10 millions d'euros, et puis les systèmes de bras, comme j'ai montré tout à l'heure, de palettisation, dépalettisation, sont cotés en gros 500 000 euros pour un bras de dépal ou de palettisation. Je me permets juste de... Ah, pardon, vas-y, Jean-Baptiste. Parce qu'on a une question sur les PME. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ça serait peut-être me dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à externaliser sa logistique vers un opérateur qui dispose de solutions automatisées, finalement, pour ne pas subir les TMS chez nous, parce que le coût il est relativement important. Mais si on peut mutualiser ça dans le cadre d'un 3PL,
ça peut peut-être être plus accessible dans le sens où on ne l'achète pas, mais on le loue quelque part. Alors, c'est une très bonne remarque, hein. C'est vrai on a, nous, dans nos clients, une base de 3PL qui travaille avec AutoStore. Et c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Souvent, quand on n'a pas la capacité d'investir dans ce genre de solution, on peut passer par un 3PL. Mais attention, je mettrai un petit warning, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que quand on passe avec un 3PL, on ne maîtrise plus forcément les coûts associés à la logistique, ou en tout cas, on est sur des modèles financiers qui sont externes. Donc, on a tendance à plus forcément avoir la maîtrise. C'est vrai que pour un grand groupe, ça a peu de sens. Pour une PME, ça peut avoir du sens. Mais attention, aujourd'hui, on voit quand même une évolution des solutions, par exemple, de stockage automatisé. Avant, on était vraiment sur des solutions shuttle, navette, mini-load, qui étaient des solutions très industrielles et qui sont très onéreuses, il faut le dire. Et on arrive sur des solutions beaucoup plus flexibles, beaucoup plus modulables, telles qu'AutoStore, telles que Hi-Robotics, telles que Geek+, on les connaît tous, avec des solutions AMR. Ces solutions-là, elles ont un ROI qui est beaucoup moins long. Et c'est vraiment là-dedans qu'AutoStore se lance, c'est-à-dire à l'attaque des PME qui ont besoin finalement de solutions comme ça, mais qui ne vont pas forcément à l'instant T des fonds pour investir 10 millions d'euros. Donc vraiment, ce qu'on voit dans ces solutions-là, qui sont modulaires et flexibles, c'est une capacité de faire des petits systèmes et d'évoluer en fonction du besoin du client, en fonction de la croissance du client. Et c'est vraiment comme ça qu'on se démarque aujourd'hui. Donc les PME, c'est vraiment aussi un secteur qu'on cible fortement chez AutoStore. C'est ce que vous évoquiez avec le système de Lego. Et alors, il est bientôt l'heure. Alors, on a une question de Robert Reynaud, qui nous parle de l'RFID. Est-ce qu'il y a un impact dans les manipulations? Est-ce que vous voyez cette technologie couplée avec l'automatisation ou pas? Vous qui voyez beaucoup de projets, est-ce que vous le voyez ou pas forcément? Alors, le RFID, moi je peux parler de l'expérience passée. Le RFID, il sert vraiment à réaliser la traçabilité des palettes. Il sert beaucoup pour savoir ce qui sort vraiment de l'entrepôt. Ces solutions couplées à l'automatisation va permettre d'être sûr de ce qu'on pique. La RFID va toujours va permettre de savoir où est-ce que les palettes sont parties, et donc d'être sûr qu'elles soient sorties de l'entrepôt, etc. Donc, ça rajoute un élément pour améliorer la traçabilité. Donc, c'est clairement complémentaire, c'est une solution complémentaire. Très bien, c'est top. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation, c'était bien riche. J'ai bien aimé le fait que ça soit dense en termes d'éléments concrets pour nos participants. Ça permet vraiment d'avoir une bonne baseline pour repartir chez soi et se dire, voilà, j'ai appris des choses, j'ai des informations à notre disposition. Bien évidemment, nous enverrons la présentation aux participants, donc ils la recevront. Et puis, vous avez les coordonnées de Ludovic et de Pascal, donc vous pouvez directement les contacter. Je vois que François il a une question. C'est l'occasion de leur passer un petit coup de téléphone ou de le voir pendant les événements. Ludovic est souvent là. Alors, Pascal va bientôt nous rejoindre, j'imagine. On va le voir aussi. Donc, je voulais remercier nos invités. Il est déjà 10h04, donc nous allons terminer le webinaire parce que les gens ont une deuxième partie de vie. C'est leur travail. Et donc, ils vont retourner à leurs activités professionnelles. Donc, je voulais vous remercier sincèrement pour la qualité du travail et votre temps. Donc, merci Pascal, merci Ludovic. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Je peux parler. Donc, merci à tous. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous présenter tout ça. N'hésitez pas à nous contacter, principalement Ludovic, puisqu'il s'occupe du marché français. Donc, je pense que c'est important de garder ça pour Ludovic. Et Ludovic, je te laisse le petit mot de la fin, comme ça, tu conclus. Du coup, merci à tous d'avoir passé ce début de matinée avec nous. J'espère qu'on vous a appris des choses. Merci Jean-Baptiste de nous avoir proposé ce sujet. C'était intéressant avec Pascal qu'on se penche dessus. Et puis, voilà, comme l'a dit Pascal, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, tant sur cette présentation que sur AutoStore. N'hésitez pas à nous contacter et avec plaisir pour échanger, soit en vrai, soit par téléphone. Et on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, ça approche. Donc, passez à tous de bonnes fêtes, profitez bien. Et puis, on se voit en 2024. Voilà, c'est une bonne conclusion. À 2024, le dernier événement de Help Supply Chain de l'année, c'était pour AutoStore cette année 2023. Donc,
Rendez-vous en 2024 avec la digitalisation dans la supply chain et dans le transport, et aussi une super conférence le 14 février sur un sujet qui est la douane. Et oui, on en a aussi besoin dans les logistiques internationales. Voilà, ça se passera à Annecy. On attend une centaine de personnes dans le monde de la douane. Venez tous nombreux. Merci encore Pascal Ludovic. Bonne matinée aux invités. À très bientôt. Et puis on met la vidéo sur YouTube. Merci Jean-Baptiste, merci à tous. Merci à tous. Bonne fête, Au revoir. bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.